Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer le cadre réglementaire de la finance durable en Europe et en particulier de la CSRD. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de participer au quiz qui suivra la vidéo pour tenter de gagner mon livre Vers une finance durable aux éditions Arnaud Franel. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Nous verrons d'abord la chronologie des réglementations ESG qui s'appliquent aux entreprises industrielles et commerciales et qui sont plus ou moins synchronisées avec les normes ESG qui s'appliquent au secteur financier. Concernant la CSRD, qui est la principale réglementation ESG en Europe, nous verrons le panorama des 12 normes ESRS qui sous-tendent la CSRD en explorant plus particulièrement la norme E1 relative aux enjeux climatiques. Puis nous verrons les exemples d'Orange et de Carrefour sur les sujets d'analyse de double matérialité et de plan de transition. Puis nous terminerons sur les évolutions en cours du cadre réglementaire. Commençons par la chronologie. Une des premières lois portant sur des considérations ESG remonte à 2001 et a été votée en France. Il s'agit de la loi NRE relative aux nouvelles régulations économiques qui obligeait 750 grandes entreprises à intégrer dans leur rapport de gestion des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. À partir de 2010, cette loi s'est appliquée à davantage d'entreprises, environ 2500, et a rajouté l'obligation d'intégrer un bilan des gaz à effet de serre. En 2014, l'Europe a adopté la directive NFRD, Non-Financial Reporting Directive, obligeant les grandes entreprises industrielles et commerciales à publier des informations extra-financières. La directive NFRD sera transposée en France sous la forme de la déclaration de performance extra-financière DPEF. À l'inverse de nombreux pays européens, la France choisit l'option rendant obligatoire l'audit de la DPEF. L'année 2015 est marquée au niveau international par les accords de Paris qui vont donner un élan mondial aux travaux sur les problématiques ESG. Par exemple, le Conseil de stabilité financière, créé après la crise financière de 2009, lance un groupe de travail sur les conséquences financières du réchauffement climatique. C'est la Task Force on Climate-Related Financial Disclosure, ou TCFD. La même année, en France, la loi sur la transition énergétique prévoit à son article 173 que les investisseurs institutionnels expliquent comment ils prennent en compte les problématiques environnementales et sociales dans leurs décisions d'investissement. Cet article de loi sur le reporting ESG des investisseurs est une première mondiale. En 2016, en France, est lancé le label d'État ISR qui vise à indiquer aux investisseurs les produits financiers qui intègrent des principes ESG. L'année 2019 est très riche en matière de réglementation ESG. Au niveau européen, la Commission adopte le règlement SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation, qui oblige les fonds d'investissement et gestionnaires d'actifs financiers à publier des informations ESG sur leurs produits financiers. On distingue désormais les produits classés article 6, qui tiennent peu ou pas compte des enjeux ESG, les produits classés article 8, qui ont fait l'objet d'une analyse ESG préalable, qui peut conduire à l'exclusion de certaines entreprises, et enfin, les produits classés article 9, qui se donnent un objectif de décarbonation ou de contribution à un objectif de développement durable. La France va plus loin que le règlement SFDR avec l'article 29 de la loi énergie-climat adopté la même année. En effet, cet article impose aux investisseurs de transmettre chaque année à l'ADEME et à l'ANF une analyse de double matérialité qui consiste à évaluer d'une part l'impact financier des risques ESG sur l'entreprise et d'autre part à évaluer les impacts de leurs actifs sous gestion sur le climat et la biodiversité. Toujours en 2019, la France adopte la loi Pacte, qui est un plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. La loi Pacte impose à chaque société d'être gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Les entreprises qui souhaitent s'engager davantage sur les enjeux ESG peuvent devenir des entreprises à mission en se fixant un ou plusieurs objectifs sociaux ou environnementaux. Last but not least, la Commission européenne dévoile son pacte vert, Green Deal, qui sera le début d'une série de réglementations, notamment la taxonomie, la CSRD et la CSDD.
En 2020, l'Europe adopte le règlement taxonomie qui établit les conditions pour qualifier une activité économique de durable. Pour qu'une activité économique soit considérée comme durable, elle doit contribuer de manière substantielle à au moins l'un des 6 objectifs environnementaux suivants. 1. L'atténuation du changement climatique. 2. L'adaptation au changement climatique. 3. L'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines. 4. La transition vers une économie circulaire. 5. La prévention et la réduction de la pollution. Et 6. La protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Deux autres critères cumulatifs visent à ne pas causer de préjudice significatif aux 5 autres objectifs et à respecter les garanties sociales minimales. En 2021, l'Autorité bancaire européenne a introduit le concept de Green Asset Ratio qui mesure la part des actifs bancaires alignés avec la taxonomie européenne. Le Green Asset Ratio est de l'ordre de 3% d'après l'étude Pulse Banking publiée par KPMG en juin 2024. En 2022, l'Europe adopte la CSRD qui vise à standardiser la publication d'informations extra-financières et à forcer les entreprises à définir leur propre stratégie ESG. En 2023, au niveau international, la série des normes comptables IFRS a été complétée par les normes IFRS S1 et S2 qui traitent de la publication d'informations ESG sur l'évaluation des impacts financiers du réchauffement climatique sur les entreprises. On parle de matérialité simple. En 2023, au niveau de la France, la Banque de France a été chargée de mettre en place une cotation climat des entreprises. Cet indicateur, calculé selon la méthodologie ACT de l'ADEME, permettra aux entreprises de se positionner par rapport à une trajectoire cible de décarbonation de leur secteur. En 2024, l'Europe a adopté une directive sur le devoir de vigilance, la directive CSDD, qui impose aux entreprises un devoir de vigilance sur le respect des droits de l'homme et la protection de l'environnement par leurs partenaires commerciaux. En 2024, le label ISR a été mis à jour. Sont désormais exclues les entreprises qui exploitent du charbon ou des hydrocarbures non conventionnels ou qui lancent de nouveaux forages d'hydrocarbures. Les grandes entreprises cotées en bourse qui étaient soumises à la NFRD ont publié en 2025 leur premier reporting ESG conforme à la CSRD. Nous reviendrons à la fin sur les évolutions en cours de la CSRD dues à la directive Stop the Clock et au paquet Omnibus. Passons à la CSRD. Comme on l'a vu précédemment, la CSRD succède à la NFRD et vise à pallier ces écueils en termes d'absence de standards, de non-comparabilité et de manque de vérification externe. Pour cela, la CSRD s'appuie sur un ensemble de 12 normes, les ESRS. Ces normes sont en cours de simplification et une nouvelle version sera présentée le 4 décembre 2025. Les modifications visent notamment à réduire le nombre de données collectées, notamment sur la biodiversité, et à clarifier leur application. Voyons l'exemple de la norme E1 sur le climat. La norme E1 porte sur le changement climatique et comporte des exigences de divulgation d'informations. Dans sa version initiale de novembre 2022, tout comme dans la dernière version mise en consultation publique, on retrouve notamment l'exigence d'élaborer un plan pour l'atténuation du changement climatique compatible avec un réchauffement de 1,5 degré. On retrouve l'exigence de publier les émissions brutes de gaz à effet de serre des scopes 1, 2 et 3 et une exigence d'évaluer les effets financiers anticipés des risques physiques et des risques de transition et aussi des opportunités potentielles liées au climat. L'exigence de divulgation numéro 1 porte sur un plan de transition compatible avec un scénario de plus 1,5 degré. Mais comment savoir si une entreprise est compatible avec un tel scénario? La norme 1 précise dans l'exigence d'application numéro 2 la possibilité d'utiliser des benchmarks ou de faire valider l'objectif par un organisme tiers. Concernant les émissions brutes de gaz à effet de serre, il est demandé à l'entreprise d'utiliser la méthodologie du protocole GHG ou la norme ISO correspondante. La norme 1 précise également le format de divulgation des émissions de gaz à effet de serre sous forme d'un tableau, ce qui facilite la comparaison entre entreprises. L'ensemble des 12 normes ESRS permet d'établir une analyse de double matérialité. De quoi s'agit-il?
Prenons l'exemple d'Orange qui a anticipé la mise en œuvre de la CSRD et qui a publié une analyse de double matérialité dès 2024. Orange a d'abord identifié 25 enjeux de durabilité en s'appuyant sur une démarche collective interne au groupe. Chaque enjeu a ou peut avoir des impacts sur l'environnement et la société. C'est la matérialité d'impact sur l'axe des ordonnées. Et par ailleurs, chaque enjeu peut représenter des risques ou opportunités pour le groupe Orange. C'est la matérialité financière, l'axe des abscisses. La quantification de la matérialité d'impact et la quantification de la matérialité financière sont basées sur des référentiels sectoriels comme le référentiel SASB du secteur des télécommunications. Parmi les enjeux les plus importants figurent notamment les émissions de gaz à effet de serre. En effet, les activités d'Orange contribuent au réchauffement climatique et ont un impact sur les parties prenantes. Dans l'autre sens, le risque climatique se traduit par une multiplication d'événements climatiques extrêmes qui mettent en danger le bon fonctionnement des infrastructures de réseau. Toutefois, le raisonnement climatique représente aussi l'opportunité pour Orange de contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre des parties prenantes grâce à la digitalisation de l'économie et des services. La résultante de cette analyse IRO, impact, risque, opportunité, est que les émissions de gaz à effet de serre représentent un haut niveau de matérialité, d'impact et financière pour le groupe Orange. Les normes ESRS permettent également l'élaboration d'un plan de transition. Voyons l'exemple du groupe Carrefour. Carrefour s'est fixé des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre validés par l'organisme SBTi, co-créé en 2015, notamment par le CDP, ex-Carbon Disclosure Project et par le Pacte mondial des Nations Unies. Carrefour visait un scénario de réchauffement inférieur à 2 degrés en 2020, puis a relevé ses ambitions et vise désormais un scénario de réchauffement de 1,5 degré. Le scope 3 représente 98% des émissions de Carrefour et s'élève à 132 millions de tonnes en 2024, soit l'équivalent d'un cinquième de l'empreinte carbone de la France, ce qui est considérable. Carrefour vise une réduction de 32% du scope 3 d'ici à 2030 par rapport à 2019. Carrefour explique son plan de transition dans son document d'enregistrement universel publié en 2025. Les différents leviers portent sur l'agriculture régénératrice et la lutte contre la déforestation, notamment pour faire baisser les émissions dues à l'élevage de bovins. Le deuxième levier concerne l'engagement des fournisseurs à définir eux-mêmes un plan de transition compatible avec un scénario à 1,5 degré. Le troisième levier est l'incitation des consommateurs à une alimentation végétale. Le dernier levier principal est la réduction des carburants fossiles avec davantage de bornes de recharge électrique, par exemple. Par rapport à des émissions de 123 millions de tonnes en 2019, Carrefour vise en 2030 des émissions de 84 millions de tonnes, soit une baisse d'environ 40 millions de tonnes. Le plan de transition ne permet actuellement d'atteindre qu'un peu plus de la moitié de l'objectif. Il reste donc des leviers à trouver. Passons sur les évolutions en cours du cadre réglementaire. Le 13 novembre 2025, les députés de droite et d'extrême droite du Parlement européen ont voté en faveur d'un allègement significatif des obligations de reporting ESG des entreprises et de leur responsabilité juridique en la matière. Les partis de gauche et écologistes ont voté globalement contre. Bilan du vote, 59% des votes exprimés pour, 39% des votes exprimés contre. Parmi les principaux allègements, on retrouve la réduction du périmètre des entreprises soumises à la CSRD. Les seuils d'éligibilité ont été relevés, le nombre de salariés passe de 500 à 1750 et le chiffre d'affaires minimal passe de 40 à 450 millions d'euros. Au lieu de 50 000 entreprises, c'est seulement 10 000 entreprises au niveau européen qui seront obligées de faire un reporting ESG. Les entreprises soumises à la CSRD sont donc à peu près les mêmes que celles déjà soumises à la précédente directive NFRD. De plus, le vote du 13 novembre prévoit un délai de 2 ans supplémentaire pour les vagues 2 et 3, à savoir les grandes entreprises non cotées et les PME cotées. Les entreprises de la vague 1, à savoir les grandes entreprises cotées, ont déjà publié
leur reporting CSRD en 2025 relativement à l'exercice 2024. Last but not least, les obligations elles-mêmes des entreprises soumises à la CSRD sont allégées, par exemple sur le nombre de points de données à publier, mais aussi le plan de transition climatique n'est plus obligatoire. Cela semble bien dommageable et bien dommage. En effet, quelques semaines plus tôt, le 22 octobre 2025, la version précédente du texte soumis au Parlement comportait l'obligation d'établir un plan de transition climatique et de le mettre en œuvre en fournissant des efforts raisonnables. Les partis de droite avaient voté globalement en faveur, la gauche et les écologistes contre. Si seulement 5 députés gauche ou écologistes avaient voté pour et non contre le texte du 22 octobre, celui-ci aurait été accepté. Au lieu de cela, la volonté des partis de gauche et écologistes de préserver coûte que coûte les directives en vigueur a conduit à affaiblir encore le texte de façon à rallier les partis d'extrême droite. En conclusion, l'Europe s'est fixé des objectifs ambitieux sur les enjeux ESG, moins 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990, moins 90% d'ici 2040 et une neutralité carbone en 2050. Le cadre réglementaire oblige ou encourage les entreprises européennes à la publication d'indicateurs ESG normés, vérifiables et comparables. Les évolutions du cadre réglementaire ne semblent pas toujours cohérentes avec les objectifs affichés. Les investisseurs et les clients finaux jouent un rôle complémentaire et plus que jamais déterminant dans la transformation effective des entreprises et de notre économie.